C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une déflagration feutrée dans les couloirs de Bercy et de Bruxelles. Une statistique que l'on préfère ne pas commenter, que l'on regarde avec incrédulité comme une anomalie passagère. Et pourtant les courbes ne mentent pas. Selon les dernières données ajustées, notamment celles compilées par l'Eurostat et l'OCDE, la France est en train de glisser. Pas seulement dans l'absolu, mais comparativement à ses voisins. Et le symbole le plus cruel de ce glissement est le croisement des courbes avec l'Italie. Pendant des décennies, la France a regardé l'Italie avec une certaine condescendance économique. Un pays endetté, politiquement instable, au tissu industriel morcelé. La France, elle, se voyait comme la vice-championne d'Europe, l'alter ego de l'Allemagne. Ce temps est révolu. En termes de PIB, par habitant à parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire la richesse réelle. Ce que l'on peut concrètement consommer et investir une fois les différences de prix effacées, l'Italie est en passe de nous doubler si ce n'est déjà fait selon les méthodes de calcul. Ce croisement n'est pas un simple accident statistique. C'est le résultat d'une érosion lente, profonde et structurelle que nous avons refusé de voir. Pour comprendre pourquoi la France dégringole dans ce classement de la prospérité européenne, il faut d'abord briser un mythe, celui de la croissance française. Depuis plusieurs années, la France affiche des taux de croissance du PIB global souvent supérieurs à la moyenne de la zone euro. On s'en félicite au journal de 20 heures. Mais cette croissance est une illusion d'optique. Elle est dopée par la démographie. La population française augmente, contrairement à celle de l'Italie ou de l'Allemagne, et surtout, elle est dopée par la dépense publique. C'est ici que se trouve le nœud du problème. La richesse par habitant en France stagne parce que la productivité française est en panne. Nous créons de la richesse, oui, mais nous le faisons en dépensant des sommes colossales d'argent public et en ajoutant des emplois peu productifs. L'Italie, malgré ses immenses défis démographiques et sa dette publique historique, a conservé quelque chose que la France a méthodiquement démantelé, sa base industrielle manufacturière. Le nord de l'Italie reste l'usine de l'Europe, capable d'exporter des machines-outils, du luxe, de la pharmacie, des biens à haute valeur ajoutée. La France, elle, s'est transformée en une économie de services domestiques, de logistique et de tourisme. Or, ces secteurs, bien qu'utiles pour l'emploi, génèrent moins de valeur par heure travaillée et tirent le niveau de vie moyen vers le bas. Il faut aussi analyser la mécanique de ce rattrapage italien. L'Italie a subi une cure d'austérité brutale, mais elle a aussi nettoyé une partie de ses bilans bancaires et rationalisé son tissu exportateur. Ces PME, souvent familiales, sont agiles et tournées vers l'international. En France, nous avons protégé nos grands champions du CAC 40 qui réussissent brillamment à l'étranger, mais dont la réussite ne ruisselle plus sur le territoire national. Le PIB, par habitant français, souffre de cette déconnexion. Des géants mondiaux prospèrent, mais un tissu de PME locales asphyxié par les charges et les normes, incapables de générer les gains de productivité nécessaires pour augmenter les salaires réels. L'autre facteur déterminant de cette chute, c'est le poids de l'État. Avec près de 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, la France détient le record mondial au sein des pays développés. En théorie, cela devrait garantir un niveau de vie exceptionnel, des infrastructures parfaites et des services publics de luxe. Or, le ressenti des Français est celui d'une dégradation. Pourquoi ? Parce que cette dépense publique n'est plus une dépense d'investissement, c'est une dépense de fonctionnement et de transfert. Nous dépensons pour colmater les brèches sociales, pour payer les retraites, pour subventionner les énergies. Cet argent, ponctionné sur le secteur productif, ne sert pas à préparer l'avenir, mais à gérer le présent. L'Italie, contrainte par les marchés et par l'Europe, a dû apprendre à faire avec moins. Elle a rationalisé. La France a continué de signer des chèques. Ce déclassement par rapport à l'Italie est aussi un révélateur de la divergence des trajectoires post-Covid. L'Italie a bénéficié massivement du plan de relance européen, qu'elle a fléché vers la modernisation de ses infrastructures et la digitalisation. La France a saupoudré son plan de relance dans une multitude de guichets et d'aides sectorielles, sans véritable vision transformatrice. Résultat, la productivité italienne rebondit, tandis que la productivité française patine. C'est une leçon d'efficacité économique brutale.
L'argent magique n'achète pas la prospérité durable, il achète du temps, et le temps est écoulé. Ce qui est terrifiant dans cette statistique, c'est qu'elle acte la méditerranisation de l'économie française. Pendant longtemps, l'Europe économique se divisait entre le nord rigoureux et industriel, et le sud endetté et touristique. La France se tenait au milieu, pivot indispensable. Aujourd'hui, les chiffres nous disent que nous glissons vers le sud. Nous rejoignons le club des pays à forte dette, à chômage structurel élevé et à croissance faible par habitant. L'Allemagne nous regarde désormais avec inquiétude, non plus comme un partenaire égal, mais comme un risque systémique potentiel. Être dépassé par l'Italie n'est pas une honte en soi. L'Italie est une grande nation économique, mais c'est le symptôme d'une faillite de notre modèle, le modèle du tout État et de la désindustrialisation heureuse. Cette réalité est d'autant plus difficile à accepter qu'elle est masquée par l'inflation. Les chiffres nominaux augmentent, les salaires bougent un peu, les prix de l'immobilier restent élevés. Mais en pouvoir d'achat réel, le français moyen s'appauvrit par rapport à ses voisins. Il suffit de traverser la frontière pour s'en rendre compte. Les salaires d'entrée dans l'industrie ou l'ingénierie en Italie du Nord commencent à rivaliser, voire dépasser ceux de nombreuses régions françaises, avec un coût de la vie souvent inférieur. C'est cela, la réalité du déclassement. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, c'est une érosion lente de nos avantages comparatifs. Enfin, il faut aborder la question de la valeur travail. L'Italie, malgré ses problèmes, a conservé une culture entrepreneuriale diffuse, un tissu de districts industriels où l'innovation est quotidienne. En France, les 35 heures, la fiscalité sur le travail et la complexité du code du travail ont agi comme des freins à main serrés en permanence. Nous avons choisi collectivement de travailler moins longtemps sur une vie et sur une année que la plupart de nos voisins. C'est un choix de société respectable peut-être, mais il a un prix économique. On ne peut pas travailler moins, produire moins et espérer rester plus riche que ceux qui produisent plus. L'équation est implacable. Le dépassement de la France par l'Italie est la sanction comptable de ce choix. Nous sommes donc à un tournant historique. Si la tendance se poursuit, la France ne sera plus la deuxième puissance économique de l'Union européenne en termes de niveau de vie réel. Elle sera une puissance moyenne, dotée de l'arme nucléaire et d'un siège à l'ONU, mais dont la population verra son confort matériel stagner pendant que le reste du monde avance. Ce n'est pas une prédiction pessimiste, c'est une lecture froide des graphiques de l'OCDE. La France est en train de perdre sa place, non pas à cause d'un complot extérieur, mais à cause de ses propres renoncements intérieurs. L'Italie nous tend un miroir. Et ce que nous y voyons ne nous plaît pas, car cela ressemble furieusement à notre propre avenir si nous ne changeons pas de cap radicalement, une nation de patrimoine, de tourisme et de dette qui vit sur la gloire de son passé plutôt que sur l'énergie de son présent. Mais pour comprendre l'ampleur réelle de cette dégringolade, il ne faut pas s'arrêter à la simple comparaison avec l'Italie. Il faut lever les yeux et regarder la carte de l'Europe dans son ensemble. La France est aujourd'hui prise dans un double étau géopolitique et économique dont elle ne semble pas avoir pris la mesure. D'un côté, son moteur historique, l'Allemagne, est en train de caler brutalement. De l'autre, les pays dits périphériques, comme l'Espagne ou la Grèce, affichent des taux de croissance et des réformes structurelles qui font pâlir les observateurs. La France, elle, stagne au milieu, figée dans ses certitudes. L'effondrement du modèle allemand est une catastrophe silencieuse pour l'économie française. Pendant 30 ans, la France a vécu dans l'ombre portée de l'industrie allemande, lui fournissant des composants, des services et de l'énergie. Aujourd'hui, l'Allemagne souffre de la fin du gaz russe bon marché et du ralentissement de la demande chinoise. Mais là où l'Allemagne dispose d'une réserve de capital immense et d'une dette publique qui reste, malgré tout, sous contrôle, autour de 65% du PIB, la France, elle, n'a pas de filet de sécurité. Si le moteur allemand s'arrête, la France ne perd pas seulement un partenaire, elle perd son bouclier. Car c'est la solidité allemande qui permettait jusqu'ici à la France de s'endetter à des taux bas sur les marchés. Sans la caution implicite de Berlin, le coût de la dette française pourrait exploser, entraînant un effet de ciseau dévastateur. En parallèle, le réveil de l'Europe du Sud
est une réalité que les médias français ignorent donc souvent. L'Espagne, par exemple, a mené des réformes du marché du travail profondes et a investi massivement dans les énergies renouvelables et la digitalisation. Résultat, le PIB espagnol croît 2 à 3 fois plus vite que le PIB français. Ce n'est plus seulement l'Italie qui nous talonne ou nous dépasse. C'est tout le bloc méditerranéen qui est en train de regagner en compétitivité prix. Pendant que la France s'enfonce dans une bureaucratie toujours plus pesante, ses voisins simplifient, libèrent et attirent. La France devient le vieil homme de l'Europe, celui qui parle encore de grandeur, mais qui n'a plus les moyens de ses ambitions. Ce déclassement se lie aussi dans l'immobilier, un secteur qui a longtemps soutenu l'illusion de richesse des ménages français. Pendant des années, la hausse des prix de la pierre a donné l'impression aux propriétaires qu'ils s'enrichissaient. Mais cette richesse est improductive. C'est un transfert de capital des jeunes générations vers les plus âgés. Aujourd'hui, avec la remontée des taux d'intérêt décidés par la Banque Centrale Européenne, pour contrer l'inflation, cette bulle menace de s'essouffler. Si l'immobilier baisse durablement, c'est tout le moteur de la consommation française qui risque de s'enrayer. Contrairement aux Américains ou aux Allemands, les Français ont une épargne massive. Plus de 5 000 milliards d'euros de patrimoine financier selon la Banque de France, mais cette épargne est stérile. Elle dort sur des livrets A ou des fonds euros d'assurance vie finançant la dette de l'État plutôt que l'innovation des entreprises. C'est là que le piège se referme. Pour financer son modèle social de plus en plus coûteux, car la population vieillit et les besoins de santé explosent. L'État français a 2 leviers, l'impôt ou la dette. Mais l'impôt a atteint un plafond de verre, celui du ras-le-bol fiscal et de l'exode des entrepreneurs que nous évoquions plus tôt. Quant à la dette, elle dépend de la confiance des investisseurs internationaux qui détiennent plus de 50% de nos titres de créance. Si demain, ces investisseurs jugent que la France est moins sûre que l'Italie ou l'Espagne, ils exigeront des taux d'intérêt plus élevés. Chaque hausse de 1% des taux d'intérêt coûte à terme près de 40 milliards d'euros par an au budget de l'État, soit l'équivalent du budget de la défense ou de l'enseignement supérieur. L'héritage Macron, combiné à ce déclassement face à l'Italie, nous place donc devant un choix historique que personne ne veut formuler clairement. Soit une cure d'austérité d'une violence inouïe pour restaurer notre crédibilité, au risque de provoquer une explosion sociale bien pire que celle des Gilets jaunes, soit une fuite en avant dans l'inflation et la dévaluation déguisée qui détruira le pouvoir d'achat des classes moyennes et l'épargne des retraités. La vérité, c'est que la France est devenue une économie de rente qui ne parvient plus à justifier son train de vie. Nous consommons 10% de plus que ce que nous produisons. Ce différentiel est comblé par la dette. Mais la dette n'est pas de la richesse, c'est un prélèvement sur le futur. Être derrière l'Italie n'est pas un épiphénomène, c'est le premier signe clinique d'un organisme qui commence à s'épuiser. Le déclin n'est pas une fatalité, mais il devient irréversible si l'on continue de soigner les symptômes par des chèques et des subventions, plutôt que de traiter la maladie, notre manque criant de compétitivité et notre allergie collective à la réforme profonde du périmètre de l'État. Le monde de 2026 est brutal. Il ne pardonne pas aux nations qui dorment sur leur laurier. Pendant que la France débat sur des sujets sociétaux ou des polémiques de plateau télé, le centre de gravité économique continue de se déplacer, vers l'Asie, vers les États-Unis et même à l'intérieur de l'Europe, vers l'Est et le Sud. La question n'est plus de savoir si la France va décliner. La question est de savoir si elle saura organiser son propre déclin pour éviter qu'il ne se transforme en une débâcle désordonnée.